Cet exemple-là que tu soulèves montre clairement que nos incohérences nourrissent en fait des sphères qui elles sont très cohérentes. Hein. Et là, en l'occurrence, bon, tu parles d'un régime comme celui de la Chine, mais en tout cas, toute personne ou tout système sur la planète qui prend le pouvoir sur la population, en tout cas la population lui donne ce pouvoir, lui confère le pouvoir, grandit à chaque fois que nous sommes dans ces incohérences-là. Grandit de par le pouvoir qu'on lui confère, grandit de par l'énergie en fait qui est dégagée, parce que quand tu parles de débats, de conflits, puisqu'on va être dans nos incohérences, donc on va défendre nos points de vue, etc., ça génère de l'énergie, mais cette énergie-là, c'est de l'énergie qui est perdue en fait, d'une certaine manière, que nous, en tant qu'êtres humains, quand on génère cette énergie du fait de nos frustrations, hein, de nos incohérences, en fait, c'est une déperdition, véritablement. C'est une fuite énergétique très très forte. Mais cette énergie-là, elle disparaît pas. Non, parce qu'elle nourrit, effectivement, ce qu'on pourrait appeler, qu'on pourrait qualifier de mal. Cette énergie, donc, qui est récupérée, elle joue contre nous après, puisque quelque part, après, elle nous aliène, elle nous demande toujours de rejouer le jeu du débat, du conflit, de la séparation, etc. Et de la peur. Hein, puisque, comme tu disais, les gouvernants ensuite s'approprient, en fait, hein, les peurs d'une certaine manière. Donc, cette énergie incohérente, de peur de la population. Oui, et puis ils agitent l'épouvantail et puis ça se régénère. Pour fabriquer des outils qui vont contrôler encore plus la situation, contrôler encore plus les êtres, hein, et puis comme tu dis, cette énergie qu'on a générée nous-mêmes se retourne contre nous d'une certaine manière. Alors puissance 1 million, quoi, hein, puisque si on est de très nombreux à vivre les mêmes incohérences au quotidien, ça devient des bulles énergétiques énormes, quoi. Et la réponse ne se trouve pas dans le fait de combattre ça, c'est-à-dire la réponse, c'est pas de chercher à être le mouton noir qui sort de l'enclos et qui veut défoncer la barrière, en fait. C'est pas, comme je le disais tout à l'heure, dans l'idée de dire, rien à faire de la réglementation, rien à faire des lois, rien à faire de tout ça. On évolue tous dans ce cadre-là, qui est le nôtre, et donc pour pouvoir simplement vivre en harmonie dans la communauté et dans les règles qui sont les nôtres. Donc il s'agit pas de dire que ces lois, ce système-là n'est pas à refondre, à révolutionner, à améliorer ou que sais-je. Quelqu'un va comme ça braver un interdit et revendiquer sa pseudo-liberté, eh bien ça va activer de l'autre côté une réponse donc conflictuelle de la part de celui qui veut absolument qu'on respecte l'ordre et l'autorité. Donc on ne met jamais fin finalement avec une attitude de rébellion au fameux jeu du chat et de la souris, du gendarme et du voleur. Et ça fait que se développer. Donc l'idée c'est de dépasser ça, de prendre de la hauteur, et lorsqu'on se retrouve comme ça dans des situations conflictuelles, ce qui est le propre de la vie, ça on est ok, mais l'idée c'est pas de dire chacun a son point de vue, et puis chacun va rentrer chez soi avec ce sentiment d'amertume, quelque part, de désaccord et de compromis qui n'a pas été trouvé. L'idée, c'est de se dire, à l'image un petit peu de ce qui se passe dans la nature, un orage, qui est le fruit de la rencontre de deux masses d'air, donc moi j'ai un avis, l'autre a un avis, on se rencontre, et plutôt que de faire uniquement du tonnerre, des étincelles et des éclairs, c'est de se dire, on va jusqu'au bout du processus. Donc l'orage, quand après les éclairs, le vent et tout qui se lève, et derrière il y a une pluie, et donc il y a qui se déverse là comme ça sur la nature, et la nature, ce sont les végétaux, les arbres, après cet épisode pluvieux et orageux, gagne en croissance en fait. On le voit bien, nos légumes, lorsqu'on plante des tomates l'été, lorsqu'il y a eu un orage, alors pas dévastateur, mais un orage, voilà, eh bien les feuilles ont poussé, les fruits, on sent que ils sont gorgés d'eau, que effectivement ça va, c'est nourrissant pour la vie et le vivant. L'être humain, lui, il va jamais forcément jusqu'au bout du processus, il reste avec cette rancœur, il resse avec cette frustration, il reste avec ce fait d'en vouloir à l'autre, et finalement il campe, il se crispe sur ses positions, sur ses opinions, et ne laisse pas finalement
l'eau coulait de ses yeux et ne permet pas finalement à son incohérence, à sa contradiction, à son paradoxe de se dissoudre à travers le fait d'accepter pleinement le point de vue de l'autre comme étant le reflet opposé de sa position. Parce que c'est ça dont il s'agit. C'est, voilà, je rencontre l'autre qui est mon opposé, comme je rencontre une masse d'air qui est opposée, et lorsque elles viennent à être ensemble, l'idée c'est que chacun puisse non pas reconnaître qu'il a tort, mais que chacun puisse reconnaître qu'il détenait une partie de la vérité, et que en acceptant que l'autre lui donne l'autre facette de la médaille, eh bien, on a là la réunification dans le cœur de ce qui est finalement la vérité, c'est-à-dire la voie du milieu, qui n'est ni une polarité, ni l'autre qui nous a confrontés et qui a été notre adversaire, notre adversité, le temps de mettre en lumière cette opposition en nous-mêmes. Oui, parce que finalement, quand on se campe sur ces frustrations, comme tu disais, où on reste avec ça après une confrontation ou un conflit, c'est la porte ouverte vers les fantasmes, en fait. Hein. Oui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Par exemple, je prends comme exemple l'intelligence artificielle et par exemple le monde virtuel qu'on nous propose, que moi je vois comme le résultat de nos incohérences, hein, justement de ces frustrations. Hein, que ont certains de leur guerre intérieure par rapport à la société aujourd'hui, ce à quoi elle ne répond pas pour eux, mais en même temps, voilà, qu'ils acceptent, hein, dans laquelle ils vont chercher notamment une certaine abondance financière ou des choses comme ça, et ces fantasmes qui naissent en fait de ces frustrations, le fantasme de vivre dans un monde virtuel où tout est possible, où on peut faire ce qu'on veut, ou d'être influenceur sous les tropiques et de travailler 3 heures par jour. Voilà, hein, donc c'est vrai que ces incohérences génèrent finalement tout ce qu'aujourd'hui on voit d'extrême en fait, certaine manière. On passe d'un c'est que le début. Ouais. C'est que le début, puisqu'effectivement l'être humain, pour comprendre, va certainement aller de plus en plus vers une polarité, vers une position qu'il va vouloir absolument défendre, dans laquelle il va, comme tu dis, camper, jusque s'apercevoir qu'effectivement l'élastique, lorsqu'il va être trop tendu, il va casser, il va céder, et c'est ce qui fait que quelque part notre changement civilisationnel n'est pas une option. C'est inéluctable. La question, c'est plutôt quand ça va avoir lieu. Et j'ai envie de dire, la vraie question, et c'est d'ailleurs la raison qui nous pousse à faire ces podcasts, c'est que cet accouchement de cette nouvelle humanité peut se faire soit dans la douleur et la souffrance, soit peut se faire de manière beaucoup plus fluide, douce et naturelle. Et pour cela, il s'agit que chacun individuellement rentre en résolution de ses propres incohérences. Et là, à ce moment-là, on va effectivement plus harmonieusement, plus délicatement, voir naître cette nouvelle humanité dépourvue de tout ce qui fait ses heurts, etc. Parce qu'on ne peut effectivement pas vouloir prétendre à la paix dans le monde si on continue à cultiver nos propres paradoxes. Ça ne pourra pas nos guerres intestines, quoi. Pour conclure,